Paul. Oui. Une question bien simple. C'est-tu 8 h du matin à 8 h à 3 h du matin Oui. ou à 8 h du soir? 8 h du matin. Moi, je vous demandais, mettons, un restaurant, juste un permis de restaurant, si la cuisine ferme à 9 h, par exemple, est-ce qu'on peut continuer à vendre de l'alcool, les gars font un service d'alcool? Il est venu me poser la question tantôt, mais c'est vraiment pertinent. Parce que ça va vous arriver de rentrer dans une place, puis un resto. C'est parmi les restaurants, puis il y a du monde encore jusqu'à minuit le soir. Là. Il y a encore de la consommation d'alcool. Vous allez le vivre, puis on le vit encore aujourd'hui, puis c'est régulier parce que la réglementation elle a changé avec la pandémie. Là. Ils ont tous changé la réglementation. Ils ont permis au restaurant, parce que l'ancienne réglementation disait que pour travailler, pour avoir le droit de consommer de l'alcool dans un restaurant, tu étais obligé de consommer un repas. Tu obligé, puis ils avaient défini le repas. Il fallait que ça soit quoi, le poids assez consistant pour une personne. Fait qu'il y avait des jurisprudences qui encadraient ça. Maintenant, ils n'obligent plus le client de consommer un repas. Ils peuvent consommer juste de l'alcool. Mais la question est, à 21 h, les cuisines ferment. Est-ce que le client a le droit de consommer de l'alcool? La réponse, c'est oui. Ils l'ont encadré. Puis là, est-ce que nous autres, dans la police, on va être des magiciens? Je vais vous dire comment ça va s'appliquer. Donc, seul le client admis, avant que les cuisines ferment, peut continuer à boire de l'alcool. J'arrive à 8 h, les cuisines ferment à 9 h, je n'ai pas mangé, c'est pas grave. Si à 8 h j'étais là, avant que les cuisines ferment, je peux rester jusqu'à 3 h du matin pour continuer à boire de l'alcool. L'établissement va avoir le droit de me servir. J'arrive à 11 h le soir, les cuisines ont fermé à 21 h. Je n'ai pas le droit d'être obligé, je n'ai aucun droit d'avoir des boissons alcooliques. Là, vous autres, vous êtes dans la police, vous avez une plainte. Parce que le bar, lui, qui est à côté, en face, là, lui, il a un permis de bar. Lui, il vend de l'alcool à ses clients, mais là, il perd des clients parce que les clients s'en vont au resto, au bar, qui, lui, opère comme un bar. Fait que là, il se plaint. Là, vous êtes appelé là sur place. Comment qu'on fait distinguer le client qui est arrivé à 11 h et le client qui était là à 20 h? Oui, on paye avec les factures, mais plus simple que ça. Des caméras? Ah oui, mais tu sais, pour avoir accès aux caméras, là, moi, je n'irai pas jusque-là. Hey, je vais vous donner un petit truc bien simple quand ça va vous arriver. Là. Oui, c'est sûr que vous allez peut-être aller voir le propriétaire du resto puis lui demander, lui dire, là, vous n'avez pas le droit d'opérer comme ça. Voici les règles, l'encadrement, c'est comme ça. Puis vous allez dire, là, vous allez avoir plein de questions qu'il va vous poser, puis là, vous ne serez peut-être pas tout habilité à y répondre parce que des fois, c'est des petites subtilités. La meilleure façon d'intervenir dans des cas de même, c'est ce qu'on fait dans la police. On y va un client à 11 h le soir. On fait une opération avec l'aval de votre boss. Là. Votre boss devrait être au courant. Fait qu'on 2 personnes s'habillent en civil. Ça va dans le bar. À 11 h le soir, on lui demande de consommer un repas. « Hey, fais-moi une poutine, je finis de travailler, moi j'ai faim, je veux une poutine. » « Ah non, les cuisines sont fermées. Je peux pas. »« Hey, il faut que tu me donnes de quoi, là? Je suis venu ici, non, tout est fermé, on sert juste de l'alcool. » « Parfait, donne-moi une bière. » C'est 800$ d'amende quand tu fais ça. C'est 800$ plus tout ce qui vient avec les poursuites, avec la RACJ, et ainsi de suite. Fait qu'on ne peut pas, nous autres, distinguer qui est client qui est arrivé à minuit, l'autre qui est arrivé à 20 h. On n'est pas là pour ça. Nous autres, on y va après que les cuisines soient fermées et on fait cette intervention-là. Avec une coupe de facture de 800$, normalement, il devrait comprendre. Soit qu'il laisse ses cuisines ouvertes jusqu'à minuit, parce qu'il aurait le droit. Il laisse pas qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité de faire un menu, que ce soit un menu restreint, un menu complet, peu importe. Il fait des poutines, des ailes de poulet qu'il fait sur place. Ben, il aurait le droit de vendre jusqu'à 3 h du matin. Fait que c'est à lui à prendre ses démarches pour exploiter comme un permis de resto. Pour ne pas compétitionner le bar qui est lui en face, qui va perdre des clients. Comprends? C'est complexe, mais tu sais, dans la police, on a des limites, puis à un moment donné, on n'est pas là pour faire une enquête qui va durer 3 heures. On va juste prendre une bière, puis nous autres, la bière, on a une facture, puis on a une description de l'étiquette, puis ça va être ça, ça va être aussi ce qu'on a posé comme question à la barman. Je veux manger, puis les cuisines sont fermées, puis qu'on est capable de s'étirer le coup dans la cuisine, qu'il n'y a pas de staff, puis tout est fermé. C'est notre preuve à faire. Puis ça se fait régulièrement dans les corps de police. On a-tu d'autres choses? Écoute, le bar, il y a une petite heure qu'ils ont donné au bar. Le bar qui a des cuisines, qui offre un choix alimentaire, a le droit d'ouvrir à 7 h le matin pour le déjeuner. Fait que le bar qui a de la bouffe peut ouvrir à 7. Il n'a pas le droit de vendre d'alcool. L'alcool, c'est à 8.
À 7 heures, il a le droit. Mais encore là, il faut qu'il l'exploite comme un bar. C'est pas parce que tu ouvres à 7 pour le déjeuner que tu as le droit d'avoir des mineurs. Le mineur est tout le temps illégal. Okay? Ben, si jamais vous avez un bar qui ouvre à 7, ils ont le droit de le faire. Les permis de resto, eux autres, ils n'ont pas de restriction des heures d'ouverture. Mais s'il ouvre à 5h30, il n'y a pas de trouble, mais il ne peut pas vendre d'alcool à 5h30. À quelle heure le resto peut vendre d'alcool? 8h. Okay, ça va bien. Commence à rentrer. 8 à 3. Les options. On a des options qui vont être inscrites au permis. Vous allez avoir des options particulières. Il existe une option sans mineur. Un restaurant qui opère comme un restaurant, mais que vous allez avoir des serveuses sexy ou serveurs sexy. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Là. On voit souvent des serveuses sexy. Il y en avait ici à Montréal, pas à Montréal, mais au Saguenay. Là. À ce temps, c'est un resto asiatique. Ben, quand c'est des serveuses sexy, vous allez avoir une option qui va être sans mineur. Donc, ça va être un restaurant qui devra opérer comme un bar. Fait que sans mineur, ça va être indiqué. Même chose pour permis accessoires. Vous avez des options, des fois, sans mineur qui existent. Puis ça, ben, le permis accessoire, ça peut être, on en a parlé tantôt, par exemple, un salon de massage, où on a des services particuliers. Ben, il peut avoir un permis accessoire, vendre de l'alcool, mais il va avoir toujours l'option qui va venir avec, pour empêcher les mineurs d'être sur place. Dans les permis de bar, ben, quand tu as un permis de bar, tu as le droit d'avoir des loteries vidéo. Si je vous dis ça, loterie vidéo, vous savez c'est quoi? Des machines de l'Auto-Québec pour dépenser de l'argent. Je ne connais pas personne qui s'est mis riche avec ça, mais je connais un gouvernement, par contre, qui s'en met plein les poches. Comment ça rapporte une loterie vidéo pour un titulaire de permis? Il y en a une loterie vidéo par année. La moyenne provinciale. Ça rapporte combien? 100 000. 100 000? Oui, OK, j'aimerais ça. Je suis sûr qu'au Québec, il y en a qui rapportent 100 000, pour de vrai. Oui, ça va être La moyenne provinciale par appareil, c'est 50 000. Ça, c'est pour le titulaire. Qui, lui, réclame à peu près, grosso modo, je vous dis un chiffre, là, c'est à peu près 30 des recettes de l'appareil, c'est le titulaire de permis qui le rapporte. Ça, il fait 50 000. Il y en a qui en ont 10, 20, 30. J'ai un établissement dans le coin de Terrebonne. Ils en ont 65 dans l'établissement. 65 sur 2 étages. Les loteries vidéo de l'Auto-Québec. Calculez ça, la moyenne de 50 000 par appareil. Là. Le gars, il n'a pas encore vendu une bière ou un café. Souvent, c'est du café qu'ils vont vendre. Puis son staff est payé, son hypothèque est payée, puis tout est payé, puis il s'en met dans les poches. Le reste, c'est tout du gravy. Ça fait que c'est payant pour un établissement. Le seul établissement qui peut en avoir, c'est le titulaire de permis de bar. Vous ne verrez jamais ça dans un resto ni dans un accessoire. Okay? Par contre, vous pouvez avoir, exemple, les Doolies. Les Doolies, ils ont un permis accessoire, mais il y a une section fermée qui va être sous un permis bar, puis là, il y a des machines de tri vidéo en place. Ça fait que ça, c'est l'exception que vous allez pouvoir avoir. Hey, on se connaît en arrière, hein? On s'est déjà vu quelque part. Moi, je suis assez nice. Déjà descendu. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec Fabien, je faisais une job. Ah, je savais que je t'avais déjà vu quelque part. Mais bon. T'as pas un parent dans ta liste, toi? Ou... J'avais une tante dans ta liste. OK. Oh, on s'est parlé. Mais écoute, ton visage me disait de quoi? J'ai remarqué. Ben oui. Accessoire, c'est quoi le permis accessoire? Un permis d'alcool. Permet de vendre de l'alcool. C'est donné à qui? Avez-vous déjà entendu ça, accessoire première? Particulier, hein? Peut-être un festival. Même pas. Le festival, ça va être les permis de réunion qu'on va voir tantôt. Hey, un permis accessoire, je donne la définition dans la loi, là. Bon, c'est un permis d'alcool qui est donné à un titulaire dont l'activité première n'est pas la vente d'alcool. Si je vous dis un centre de ski, un club de golf, un concessionnaire automobile, un salon de coiffure. Un salon de coiffure pourrait avoir un permis accessoire. Tu n'es pas obligé de la vendre en passant. Il n'y a personne qui est obligé de vendre son alcool. On peut la donner, l'alcool. Comme un salon de coiffure, tu vas te faire coiffer. Un concessionnaire auto, tu vas faire ton changement d'huile. Ça prend une petite demi-heure, 45 minutes. Tu prends une petite bière gratos sur le bras. Hey, c'est le rêve. Il n'y en a pas beaucoup des concessionnaires, mais il pourrait avoir un permis d'alcool. Donc, le permis accessoire sert à ça. On en a quand même plusieurs. On a les Doolies maintenant qui se transforment vers le permis accessoire. Les salles de bowling ont tout un permis accessoire. Mais il faut que l'activité première ait lieu. Tu ne peux pas ouvrir un bar, exemple, un centre de ski, j'ouvre le bar. Le centre de ski, l'hiver, ça va bien. Mais moi, l'été, je ne fais pas de ski, je n'ai pas d'autres activités. Je ne peux pas laisser mon bar ouvert. Il faut que mon activité principale puisse avoir lieu. C'est pour ça que les centres de ski vont avoir du vélo de montagne, il va avoir de la marche, il va avoir de la raquette. Il va y avoir plein d'activités connexes, comme un club de golf, tu peux avoir du ski de fond l'hiver pour être capable d'exploiter son permis.
Fait que ça, c'est le permis accessoire. Puis comme je vous dis, il est moitié prix comparativement au bar et resto. Puis j'ai pas d'autorisation qui est prévue. Tu as le droit d'avoir un gratuit de guitare dans le coin n'importe quand. Fait que le permis accessoire te permet de le faire. Les mineurs ont le droit d'être là, ont le droit de travailler dans le permis accessoire sans aucune problématique. Les heures, ben, c'est la même affaire que le restaurant. De 8 à 3, 3h30, le client a le droit de consommer sa boisson alcoolique jusqu'à cette heure-là, puis à 3h30, le staff devra reprendre son alcool, et il a le droit de rester là 24 heures sur 24. On a un centre d'escalade dans le coin de Magog qui est problématique, je vous dirais, avec un permis accessoire, parce que le titulaire, il est bien festif. Fait que là, il fait des tournées de shooter, mais quand tu t'en vas faire de l'escalade après, là, puis tu es au 45, là, il arrive pas mal d'accidents. Fait que rendu à 3 h du matin, là, souvent, la police et l'ambulance est rendue là parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé. Parce qu'il y a personne qui est en... Ben, tout le monde connaît l'escalade, qui est en sécurité avec la corde. Il est trop chaud pour le tenir, c'est ça. On a cette problématique-là, c'est qu'on a des causes après ça. On monte des dossiers de problématiques de tranquillité publique et d'exploitation, puis on présente ça à la RACJ, puis la RACJ va y émettre des conditions. C'est le service de police qui fait ça. Ça se pourrait, vous autres, dans votre carrière, vous ayez affaire à monter un dossier de cas problème pour l'établissement, puis qu'on présente à la RACJ. Puis là, moi, demain matin, je m'en vais justement dans un dossier d'exploitation, je vais passer toute la journée à témoigner pour des problèmes d'exploitation de permis. Fait que ça fait partie de ma tâche puis de mon rôle, mais on a vraiment... c'est le service de police qui fait ça, toujours en partenariat avec plein de partenaires, mais chacun présente son point. C'est good, on a fait le tour quand même pas mal. Y a-t-il des questions par rapport à l'exploitation là-dessus? Par rapport au permis? On a le permis d'épicerie, un dépanneur. C'est quoi les heures d'exploitation? Permis d'épicerie? Tu as le droit de vendre de l'alcool jusqu'à 11h. 11 heures? À partir de quelle heure on a le droit d'en vendre? 8h. Le matin? 7. Ils vont changer ça pour 7 heures le matin. Ça fait 7 à 11. Est-ce qu'un dépanneur peut ouvrir 24 heures? Ben oui. Mais à 11 heures, c'est plus le droit. J'oubliais le permis de resto. Il y a une obligation, pas une obligation, une permission que le permis de resto a, que la RACJ lui a donnée, c'est la livraison de boissons alcooliques. Le bar, même s'il livre de l'alcool, le bar n'a pas le droit de faire la livraison. Le resto, lui, peut livrer. Peut livrer quoi? Quel type d'alcool? La bière? Du vin? Non, pas de spiritueux. Du cidre. Vous savez quoi du cidre? Avec des pommes? 20 bières cidre. Il a le droit de livrer ça. Est-ce qu'on a une quantité prescrite pour la livraison? Je pourrais-tu commander une poutine, moi, avec 3 caisses de 24? La réponse est oui. Ils ont oublié de la mettre dans la loi. Fait qu'on a des histoires d'horreur de gens qui commandent de l'alcool. Puis qui commandent 3, 4, 5 caisses de 24. Ils vont s'entendre avec le propriétaire. Moi, je t'achète tes 5 caisses de 24 à tel prix. Puis le propriétaire, il va dire oui. Avec une poutine. C'est vendu, c'est fait, c'est légal. Il n'y a rien qui l'encadre. Je ne vous dis pas que dans une couple d'années, une couple de mois, ils ne l'encadreront pas, mais oui, ils ont le droit de le faire. La livraison, elle peut se faire par le propriétaire du resto. Bien, ils peuvent mandater quelqu'un d'autre. Oui? On mandate qui? Une tierce dit, oh, écoute, on a Uber Eats, DoorDash, on a plein de monde. Il y a des taxis qui font la livraison maintenant de nourriture. Ils doivent absolument livrer de l'alcool avec la nourriture, ça c'est bien important. Ils ne peuvent pas juste livrer l'alcool, ça doit être accompagné de bouffe. Qui font sur place, puis pas des sandwichs, pas de croûte du métro, là, on s'entend, ça prend vraiment de la bouffe sur place. Puis jusqu'à quelle heure qu'ils ont le droit de faire la livraison? Jusqu'à 3 heures. 23 heures, 11 heures le soir. Pourquoi ils ont mis ça? Je sais pas. Mais tu as le droit, je dis bouffe. C'est boissons alcooliques qui ont le droit jusqu'à 23 heures. Ils peuvent livrer 24 heures sur 24 la nourriture. Si c'est accompagné de bière, de vin ou de cidre, c'est 23 heures le maximum. C'est bien important. Ils n'ont pas le droit de livrer juste la bière, juste du vin aussi. Il faut, comme je vous dis, c'est la même chose. Un bar, lui, qui a un aire de restauration, il peut livrer sa nourriture sans aucun problème. Il n'a pas le droit de livrer de l'alcool avec son permis. Permis accessoire, on n'a pas le droit de faire de livraison tout court. C'est comme ça. C'est dans la réglementation. Good. On continue avec, c'est ça que ça ressemble à permis d'alcool, mais je vais vous montrer une coupe de permis. Une coupe de permis que vous connaissez, je suis allé les chercher tantôt sur Acolyte. Acolyte, dans le fond, A-C-O-L-I-T-E, Acolyte, qui est le système de gestion des permis d'alcool de la Régie des alcools. Fait que là, on a le shaker. Shaker, on a 2 permis au shaker. On a le permis de bar et le permis de resto. Tu avais une question? Mais c'est souvent qu'ils sont rentrants au bord. Oui, regardez ce qui est en haut. Oups.
Ce qui est marqué ici en haut, le titulaire doit afficher le permis à la vue du public à l'entrée principale de l'établissement, c'est une obligation. Si ce permis-là n'est pas à l'entrée, mais il est derrière le bar ou dans une autre pièce, qui n'est pas à la vue du public, c'est une infraction de 200 $. Fait que vous autres, quand vous allez être en police, vous rentrez dans l'établissement, vous regardez le permis. C'est quoi que j'ai dessus? S'il y en a deux, il y a le permis de bar et le permis de resto, ils devraient être tous affichés, les deux qui sont là. Et là, vous allez avoir toutes les informations qui sont dessus. On a les autorisations dans le spectacle sans nudité, parce que quand on a un spectacle, on a toute l'information avec ou sans. Ici, c'est un bar, on a la catégorie. C'est vrai, le pointeur ne marche pas. Sur cette ligne-là, au bout, on a le bar, on a le numéro de permis, la capacité totale 379, et là, la capacité ici qui sont éclatées pour le premier étage, terrasse. Le premier étage gauche, parce que j'ai un permis de resto, lui, qui est au premier étage droit. Quand vous rentrez dans la place, à gauche, c'est le bar, à droite, c'est le permis de restaurant, c'est ça qui est important. Maintenant, écoutez, là, c'est sûr qu'on a une terrasse 141 personnes, c'est pas évident à compter. Mais la plupart des cas, quand vous allez avoir des petits bars de quartier, vous allez avoir une terrasse de 30 places, de 40 places, de 20 places. Quand vous rentrez, puis vous le savez, vous autres, vous avez 20 places à la terrasse. Puis là, quand vous arrivez avec votre char de patrouille, vous comptez facilement là, une cinquantaine de personnes à la terrasse. Bien, quand on est en surcapacité, quand il y a trop de monde, c'est une infraction pénale, puis la régie peut aller jusqu'à une amende de 100 000 $ quand ça n'arrivera jamais 100 000 $, mais j'ai vu des 5 000 $ d'amende en surcapacité. Quand tu dépasses plus de 25 % de ta capacité initiale, les amendes sont substantielles pour un problème de tranquillité publique et de sécurité publique. C'est important de le savoir. C'est quoi ta capacité? Faites votre enquête avant d'arriver dans la place. Puis là, vous avez l'information, hey, ça déborde, j'ai du bruit, j'ai des plaintes de bruit, ça terrasse, le party est poigné. Allez voir sur Acolyte combien de monde qui ont le droit. Puis là, ben, vous allez avoir un pouvoir d'intervention en fait. Tout est dans le jeu du pouvoir. Si vous avez une surcapacité, vous pouvez faire vider la place. Vous allez voir le staff, le propriétaire, ils vont libérer l'espace. Fait que ça peut être un bon outil de travail là, pour au niveau des capacités. Après ça, qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant là-dedans? L'identification du titulaire en haut à gauche, c'est une compagnie. Souvent, là, dans 90% des cas, c'est les compagnies. Quand vous avez des accusations à porter, c'est cette compagnie-là qu'on accuse, et non pas le barman, à moins que ça soit lui qui soit en infraction, là, mais on n'accuse pas Shaker Chicoutimi, on accuse la compagnie Inc. qui est là, dans la case la case règle défendeur. Ça vous avez déjà fait des règles, je pense que vous l'avez fait à l'heure actuelle. Un rapport à l'infraction générale. Vous n'avez pas fait ça. À quel cours vous le faites? Je ne sais pas, j'espère que ça va être à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Ils vont-tu faire ça? Vous avez pas fait ça pour voir d'abord? Non. Rapport d'infraction générale. Puis oui. C'était peut-être dans le cours, on l'a vu l'an prochain. Code de procédure? Non, on l'a vu l'an prochain. Procédure, On on a manqué une bonne a eu partie. quelques semaines. On n'a pas eu de force au début de procédure. On a manqué gros des cours de droit, nous. OK. Ben, Je les prends le règle, comme ça. vous allez utiliser le règle. Le règle, le rapport d'infraction générale, c'est le même qui est réglementé à la grandeur du Québec. Le format est le même. Que vous soyez à Sûreté du Québec, à OSPVM ou un corps de police municipal, c'est la même affaire. La case A, c'est la case de la personne que tu accuses. Fait que, ici, à chaque infraction limbo que vous allez faire dans 80% des cas et plus, vous allez mettre la compagnie qui est là dans la case A. Puis c'est l'erreur la plus flagrante qu'on voit, c'est que la personne qui n'est pas formée ou qui n'a pas la connaissance, ils vont mettre Shaker Chicoutimi. Fait que si c'est Shaker Chicoutimi dans la case A, votre dossier va tomber. Fait que moi, travailler pour rien, j'aime pas ça. Fait que là, à partir de maintenant, vous allez savoir. Puis ça, rappelez-vous-en, hey, j'ai de la limba à faire, Tonino me dit, c'est le défendeur. Le défendeur, c'est ce qui est au permis. Quand vous êtes en place, puis mettons, vous ne vous souvenez plus des codes pour aller chercher les permis sur Acolyte. Si je suis encore là, vous me lâchez un coup de fil et vous prenez le permis en photo, là, puis vous allez avoir après ça toutes les informations pour mettre sur votre île. Bien important. On revient avec notre autre. Ça, c'était lequel? Ça, c'était le permis de resto. Regardez, permis de resto, premier étage, à droite. J'ai aucune autorisation dans la partie restaurant. Fait que si j'ai un gratuit de guitare dans la section restaurant, il n'y a pas le droit. Il est dans la partie bar, l'autorisation. 500 $ d'amende si vous voyez ça, quelqu'un. Ça peut être pratique à savoir. Les capacités, 41 places. Vous arrivez dans la place, puis il y a une foule debout là, au shaker, puis vous le voyez, sa petite mezzanine. C'est plein de monde. Ça, c'est parce qu'il y a un agent de sécurité qui n'a pas fait sa job. Là. Il y en a ici, hein? C'est toi, ça? C'est toi qui travailles là. Ben oui, écoute, fait que là, tu le sais, 41 places.
Et les places assises sont importantes. Si vous arrivez là, puis vous avez 60 places assises, puis la capacité est de 41, ben, c'est une infraction que la RACJ va pouvoir appliquer. Ce n'est pas une infraction pénale. Mais la RACJ va pouvoir donner des suspensions puis des amendes parce qu'elles sont en surcapacité assise. C'est une technicalité, mais c'est important quand même de le savoir. Ça, c'était le Montagnet. Ouais, le Montagnet, c'est toi qui travailles là tantôt. Là. On a plusieurs permis. On a le permis de bar, permis restaurant au Montagnet. Mais là, vous avez un bar qui est au premier étage. Il y en a dans le spectacle de 790 places, premier étage. J'étais une fois au Montagnet, mais... Oui, ben il y en a après ça, écoute, il y en a d'autres, là, au sous-sol. Peut-être un permis de resto également. Le permis de resto, il y a une coupe de place aussi. Ben, il y a 1190. Le système acolyte de la RACJ, ça ressemble à ça. Ça, c'est le système que la plateforme web, que la RACJ donne accès au service de police. Fait que vous allez avoir accès à ça avec les codes des mots de passe à un moment donné. Puis là, on évoque des mots-clés, on peut y aller avec les adresses, on peut y aller avec le nom, puis on a accès à tout l'établissement à la grandeur du Québec. Fait que c'est bien. C'est, comme je vous dis, avec votre téléphone, vous êtes capable d'y avoir accès aujourd'hui. Je ne vous dis pas quand vous allez être dans la police, ça ne changera pas, mais présentement, on y a accès avec tous nos outils qu'on a. Fait comme je vous disais, le Lady Marianne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bar de danseuse à Québec. On a les autorisations de projection de films, spectacles, et on a dans la description avec nudité. Ça, c'est la particularité quand c'est un bar de danseuse. Ils viennent indiquer avec nudité les capacités, ainsi de suite. C'est quand même assez simple. Un restaurant Pizza Royale, encore une fois, à Québec. On a ici le centre Vidéotron. Il y a plusieurs pages, il y a 21 000 de capacité. On s'entend qu'il y a plusieurs pages d'endroits où le permis est exploité. Puis c'est important, tout devrait être sur le permis. C'est exemple, là, on se parle pour parler. Vous avez un établissement, un bar, puis là, ben, vous avez du monde qui boit de l'alcool au sous-sol. Sur le permis, c'est pas marqué sous-sol. C'est une infraction pénale de boire de l'alcool dans un endroit qui n'est pas mentionné au permis. C'est 175 $ d'amende et ça peut aller avec des journées de suspension au niveau de la RACJ. Fait que ça peut être c'est intéressant de le savoir, justement, pour ça. Ça arrive souvent, ça, ils s'improvisent dans un bar, ils s'improvisent des salles VIP pour la clientèle particulière. Fait que là, cette salle-là peut être dans une salle qui n'est pas couverte sur le permis. Bien, cette salle-là, si c'est ouvert à un public, mais pas un groupe privé, mais un public, bien, il n'y a pas le droit d'exploiter à ce moment-là. On a l'épicerie. Épicerie, c'est le même permis d'alcool. C'est exactement la même affaire encore au niveau de l'affichage qui doit être à l'entrée à la vue du public. On n'a pas de capacité dans une épicerie. Pourquoi il n'y a pas de capacité? Ben, ça peut être... Parce qu'il n'y a pas de consommation sur place. Vous n'avez pas le droit de consommer de l'alcool dans une épicerie. Ton jus d'orange, ton Pepsi, donc ça n'a pas de trouble, mais tu ne peux pas te déboucher une bière dans une épicerie. Puis on en a pas mal à Montréal. Ils font à peu près une intervention par semaine là, dans les épiceries où ils se ramassent du monde et ils prennent un verre. Puis, mais dites-vous que c'est 350 $ d'amende plus les frais, 500 $ d'amende quand il y a de la consommation. Permis de réunion. Un permis de réunion, on l'a dit tantôt, c'est pour les festivals. Bon, pour une journée type d'un festival, pour un mariage, je me marie chez nous, je peux me demander un permis de réunion pour vendre, puis j'aurai le droit de vendre de l'alcool chez nous pour mon mariage, faire un peu d'argent pour payer ma réception, ainsi de suite. On a le droit de faire ça. Le permis est obligatoire si un événement est ouvert au public ou des boissons sont vendues. Bien important. Oui? Pour les établissements, est-ce que l'alcool, ça mettons apporter votre vin, des trucs comme ça? Ah ben oui, c'est une bonne question, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler. Tout à l'heure, on avait tantôt. Je reviens en arrière pour mon resto. Il y a une option qui existe dans la catégorie restaurant. Ça va être marqué servir dessus. Donc là, vous allez avoir votre permis d'alcool, option servir. Ça, c'est un apporter votre vin. Fait que le restaurant va avoir sa cuisine, mais il n'y aura aucune réserve d'alcool, il n'y a pas le droit de vendre d'alcool. C'est seulement pour les clients qui vont emporter le boisson alcoolique. C'est quoi les catégories d'alcool, les espèces d'alcool que les clients ont le droit d'amener? Ça, c'est important. Aussi, vous allez vous faire poser la question. Le vin, la bière, le cidre. Trop hot, c'est de toute beauté. Vin, bière, cidre. Puis là, ben, on a-tu le droit au spiritueux? Ben non, la réponse est non. On a-tu le droit d'apporter du champagne? C'est quoi du champagne?
C'est du vin. C'est d'un vin, on a rajouté des bulles. C'est ça. OK? Fait qu'un champagne, on a le droit. Et là, il y a une petite particularité pour le vin servir, si on vous pose la question, le Porto. Il y en a-tu qui connaissent le Porto ici? Combien d'alcool que tu as là-dedans? Bonne question. 20 60? Non, c'est pas mal. 20 cubes. Ah, il y a une vingtaine de pourcents d'alcool. Tout dépend des Portos. Là. Il y en a des 18, il y en a des jusqu'à 23-24% d'alcool pour les Portos. Ben, par fermentation. Quand je vous parle fermenter, vous savez c'est quoi un peu? Parce que, ouais, on dit, je fais fermenter mon raisin, moi. Puis là, j'utilise là, toute la technologie impensable pour être capable d'aller chercher un pourcentage d'alcool. Je fais même rajouter un petit peu de sucre dedans. Là. Quand vous allez avoir un 19-20%, c'est pas mal le max. Puis ton vin sera peut-être même plus bon rendu à ce moment-là. Parce que normalement, un vin, jusqu'à 14-15%, c'est pas mal le max que tu vas aller chercher. Mais tu pourrais aller chercher un 20% en rajoutant du sucre. C'est pour ça qu'un Porto à 20-23%, c'est pas de la fermentation du raisin. Ils vont rajouter de l'alcool dedans, puis l'alcool qu'ils rajoutent, c'est un spiritueux. Fait qu'un Porto, par définition, c'est un spiritueux parce qu'on a rajouté de l'alcool éthylé. L'Araggi tolère le Porto chez les restos servis. C'est pour ça que si jamais ça vous arrive, que vous voyez un Porto, ne commencez pas à paniquer et à tout saisir, ils ont le droit d'être là. Puis j'en ai vu des Portos se faire saisir, ça a toujours tombé à court, puis là on est obligé de rapporter la bouteille au titulaire de permis, puis c'est même pas à lui, mais quand même. Fait que c'est des interventions qu'on peut laisser tomber. Yes. Mettons, dans un party cégep, pour prendre de l'alcool, ça serait quel permis? Donc, un permis de réunion. Un permis de Oui, réunion? ils peuvent vendre ça. Un permis d'alcool de réunion, là, il y en a pour vendre, pour servir. Fait que les associations étudiantes, c'est ce qu'ils vont se munir. OK. Fait qu'ils ont le droit d'avoir ça. Permis de réunion, il est, comme je vous dis, vendre ou servir pour des dates X, une journée, une fin de semaine, un festival de 3-4 jours, de 16 jours, festival de Saint-Tite, on a un permis de réunion pour vendre. C'est un OSBL qui le fait. Il y a des particularités. Fait que à chaque fois que tu vends l'alcool, tu as besoin de ton permis. Que tu sois une personne ou un OSBL, il faut que tu aies un permis. Si tu es ouvert au public, même si tu donnes ton alcool, si tu es ouvert au public, ça te prend un permis pour servir. Si ton groupe il est privé, je me marie demain matin, mais j'ai 350 personnes invitées, puis je donne mon alcool parce que je suis un Italien, puis c'est comme ça marche chez nous, ben, j'ai 350 personnes, mais j'ai besoin d'un permis parce que j'ai un groupe de plus de 200 personnes. La particularité, par contre, si je demande mon permis à mon nom personnel, c'est Tonino Scodella qui le demande pour un événement privé, puis je décide de le vendre, moi, j'ai le droit d'avoir un permis, mais je ne pourrais pas faire de profit. À la fin de mon événement, moi, je vais mettre mon prix en fonction de payer mon événement. Donc, payer ma salle, le DJ, la bouffe, je peux payer la robe de mariée quand je me marie, mais je ne peux pas dire « Ah, il va me rester 5 000 dans mes poches, puis je vais faire un voyage avec. » Aucun profit n'est toléré quand c'est au nom d'une personne. Les seules entités qui ont le droit de faire du profit, c'est l'OSBL. Savez-vous c'est quoi l'OSBL? Organisme à but non lucratif. Fait que l'OSBL, eux autres, ils vont pouvoir se financer pour les activités à faire la vente. C'est pour ça que la plupart des festivals, c'est toujours un OSBL qui va être derrière l'entité du permis. C'est tout le temps eux qui vont le demander. Et après ça, s'il reste 5 000, 10 000, 15 000, ben cet argent-là vont pouvoir la récupérer pour faire les activités des OSBL. C'est good? Est-ce qu'un permis de réunion nous permet, en tant que police, de faire une inspection sur place? Chez nous, je me fais un mariage, je me fais un chapiteau dans ma cour, j'ai un permis de réunion. Est-ce que 4 polices pourraient venir chez nous dans ma cour? Sans mandat. Donc, on est licencié. C'est un permis d'alcool. Vous avez le droit d'être là. Moi, je n'irai pas dans le cours quand vous allez vous marier, mais si vous êtes un membre des Hells Angels, ça se pourrait que j'aille faire un tour dans votre cour. Ça se pourrait. Je dis ça de même. S'il y a quelqu'un on l'a déjà fait, parce que oui, il y a des membres des clubs de motards qui ont tenu des permis d'alcool de réunion pour des activités privées. Puis je vous confirme qu'on a toujours été sur place, tout le temps. C'est sûr qu'on va lui donner de l'amour le plus possible, en fonction des paramètres de la loi, mais on se présente là. Puis dans un permis de réunion, c'est quoi la réglementation qui s'applique au niveau de l'achat d'alcool? Est-ce qu'ils doivent l'acheter à la SEQ? Permis de réunion? Donc, vous êtes obligé d'acheter des alcools à la sac. Si on des fabricants, un vignoble là, sur place, un vignoble artisanal, ils ont le droit aussi d'aller au vignoble artisanal acheter le vin. Le spiritueux, c'est toujours à la SEQ. La bière, à quelle place qu'ils doivent acheter le bière avec le titulaire de permis de réunion? Comment?
C'est la particularité, sinon, ils doivent obligatoirement l'acheter à l'épicerie. Donc, c'est mélangeant. Mais là, tu es un commun des mortels. Tu n'as pas de permis, tu as un permis périodique qui est juste pour une période X là, de 2-3 jours. Tu ne peux pas te faire ouvrir un compte au brasseur. C'est permis. C'est le titulaire de permis d'épicerie. Costco, IGA, dépendant du point. Yes. Si je comprends, si on a un événement privé, où on a moins de 200 invités, et qu'on ne vend pas de boisson, Ouais. pas besoin de permis. Pas besoin de permis. Et là, on a, oui, les hôtels qui nous obligent un permis quand on va louer une salle dans des salles de réception. On est un groupe privé, puis là, il dit, vous devez vous munir d'un permis si vous voulez avoir de l'alcool. La loi a changé en 2020, cette loi. Puis les hôteliers, on ne se sont pas ajustés. Ils veulent être plus blancs que blancs. Et tu n'as pas besoin de permis si ton alcool n'est pas vendu, puis si c'est un groupe privé. Jamais. Moins de 200 personnes. Yes. Maintenant, je fais un party chez nous. Là. Oui. Il y a plus de 200 personnes. Puis j'ai pas de permis. Je suis pas correct. Plus de 200 personnes, puis est-ce que c'est un party privé ou bien tu as fait une annonce sur Facebook? Non, c'est privé. Là. Privé, plus de 200 personnes, ça va prendre un permis de réunion pour servir. Beaucoup d'amis. Oui, beaucoup d'amis. Puis un permis de réunion servir, là, hey, c'est un formulaire, ce que tu fais en ligne. Okay? C'est vraiment, vraiment simple. Ça coûte à peu près 30$. Extrêmement simple. Fait que, on s'entend que tu n'as pas un budget qui va venir t'étouffer. Là. Fait que c'est des choses que oui, tu pourrais prévoir. Oui. Dans son party, là, chaque personne amène ses consommations. Oui, il a le droit. Il peut les donner ou bien que les personnes l'amènent. C'est ça un permis pour servir. C'est pareil. Il faut qu'il y ait un permis pareil, même si c'est plus de 200. Mais s'il y a 100 personnes chez eux, puis il n'y a aucun alcool qui est vendu, là. Puis on ne parle pas d'une caisse de bière que je mets dans le frigidaire, puis quand vous y allez, vous mettez 25 cents dans le pot, là. Si tu mets 25 cents dans un pot, tu es obligé de donner quelque chose pour avoir de l'alcool. C'est vendu, ton alcool. Okay? Fait que c'est la particularité. Il faut que ce soit gratuit. Si tu payes 25$ pour accéder à ton party, après, ton 25$ comprend l'alcool, ben ton alcool, tu l'as vendu. Ça, c'est important. On en fait des perquisitions comme ça. On a plein d'événements présentement. On vend des billets, on fait un party privé, on loue un local. C'est 100$ par personne, mais moi, l'alcool, le bar est inclus, mais le bar est gratuit. Ça vient de te coûter 100$. Ben, ton alcool, tu l'as vendu. Ça fait qu'on fait des perquisitions là-dedans. On monte un dossier, on va chercher un mandat, on saisit l'alcool et l'argent, et on part avec un petit bonheur avec ça. Puis on accuse tous les gens impliqués derrière le comité d'organisateurs. Fait que ça, c'est important pour vous autres, si jamais vous avez ça. Puis la vente, on va l'avoir, la définition tantôt de la vente. Vous allez voir, elle est tellement large. Tu achètes un billet pour gagner un panier avec de l'alcool à l'intérieur. Bien, tu es considéré avoir vendu cet alcool. Ça. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça. Permis de réunion, c'est exactement la même affaire, hein? Honnêtement, là, c'est pareil. Donc, vous avez la personne qui le demande, l'OSBL qui est en haut à gauche. L'endroit et les dates sont bien importantes. En bas, on ne le voit pas, là, mais il y a des dates. Fait que lui, c'est le 27, 28, 29. C'est seulement les 3 dates que le permis va être valide. Le 30, je décide, hey, le 30, c'est un congé férié, j'ai oublié de demander ça. Pas grave, on va y aller pour la 4e journée. Moi, j'opère le 30. Est-ce qu'il va avoir le droit? Ça va être une exploitation 100% légale. La vente sans permis, on va pouvoir y aller avec un mandat de permis, et ainsi de suite, parce que le 30 n'est pas sur son permis. Good. Hey, on va faire un petit récapitulatif des lois. Je pense qu'il y avait une question. Ah oui. Laquelle? Vous avez dit Saint-Tite tantôt, mais tout ce qu'ils vendent, ils ne peuvent pas faire de profit. Oui, parce que c'est un OSBL qui est en arrière. C'est l'OSBL qui a demandé un permis de réunion à Saint-Tite. Fait que lui, il a le droit de faire des profits pour les besoins de son OSBL. Mais ça revient à qui, je comprends. À l'OSBL. Ça, c'est quoi l'organisation? Un organisme à but non lucratif, c'est une compagnie. Ok, ça revient à Saint-Tite. L'organisateur du Festival de Saint-Tite, c'est pas la ville de Saint-Tite. Ouais, non. C'est une personne qui est derrière ça, qui s'est ouvert une entreprise. Puis Saint-Tite, c'est particulier. Le gars, il fait de l'argent. Il est intelligent. Connaissez-vous quelqu'un de Saint-Tite? Non? Le gars, il fait des années qu'il fait Saint-Tite. Lui, il est obligé d'acheter son alcool d'un titulaire de permis d'épicerie. Il a acheté une bâtisse à Saint-Tite. Il s'est muni d'un permis d'épicerie qui opère 2 semaines par année dans cette bâtisse qu'il a achetée là à Saint-Tite. Il s'est ouvert un OSBL, un organisme avec un but non lucratif. Au registre des entreprises du Québec, c'est comme une compagnie. C'est une compagnie, mais qui est un organisme à but non lucratif au niveau des exemptions d'impôts, je te dirais, qui est quand même assez favorisé. Fait que lui, il opère son festival
Pendant 2 semaines par année, il fait venir de l'alcool à son épicerie, parce que son épicerie, il opère pendant 2 semaines. Il achète son alcool de son épicerie qui appartient à lui. Donc, il fait un double profit. Puis après Saint-Tite, il ferme son épicerie jusqu'à l'année suivante. Fait qu'il fait de l'argent avec son épicerie, puis il fait de l'argent avec son OSBL en vendant de l'alcool partout sur le site. Il y a 5 points de vente. Puis tout l'argent qui est vendu, ça revient à son OSBL. Le gars, là, il travaille 2 semaines par année. Pas plus que ça, parce qu'il l'organise, là. Mais il fait de l'argent quand même pas mal. Mais c'est une expérience, quand vous allez être dans la police un jour, si vous travaillez dans ce coin-là, vous allez être affecté au Festival de Saint-Tite, vous allez capoter. Ça n'a aucun bon sens. C'est une bonne chance. J'ai été 3-4 fois, là. C'est toute une expérience. Allez, on passe les lois. Quand vous rentrez dans un établissement, ça, c'est toutes les lois qu'on applique quand on est dans la police. Quand on rentre dans un endroit licencié, c'est sûr qu'on applique la loi sur le permis d'alcool. Puis cette loi-là, bien, je vous invite à lire toutes les particularités dans la loi. On a la 111 qui est vraiment quand même assez importante, mais elle administre, dans le fond, c'est une loi administrative qui est appliquée par la Régie des alcools, la RAGJ. Elle réglemente tous les droits et les devoirs d'un titulaire de permis, puis elle donne les pouvoirs d'inspection aux policiers, ça c'est évident. La loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, l'IMBA. Cette loi-là, c'est toutes les infractions qui sont reliées à la vente. Donc, elle va régir la possession, la vente, le transport et les infractions chez les titulaires de permis. Elle est quand même assez complète. Puis encore une fois, je vous invite, avant même de rentrer dans la police, de lire la LIMBA. Vous allez voir là-dedans des petites infractions là, qui vont vous rester en tête, un peu quand on lit le CSR. CSR, là, il est pratique à connaître. Hein? On a combien d'articles de loi dans le CSR? 600-700? Hey, c'est du stock à retenir. Mais quand tu connais tes articles de loi, puis tu arrives sur la route, puis ça te tente de donner de l'amour à quelqu'un parce qu'il vous a écœuré, c'est le fun de le savoir. Mais c'est la même affaire avec la LIMBA. Lisez-la, parce que le jour où vous allez en avoir besoin, vous allez être en mesure de pouvoir intervenir. Après ça, écoute, la loi sur les loteries et appareils d'amusement. C'est une petite loi bien talente. On l'a, elle n'est pas grande, cette loi-là. Ça, c'est les loteries, les tirages, les bingos. AA, c'est appareil d'amusement. ALV, appareil de loterie vidéo. Puis les jeux de casino. Dans le fond, la RAGJ, elle donne des licences pour être capable de pouvoir obtenir une loterie vidéo. Tu peux jouer au blackjack dans un bar, tu peux jouer au blackjack chez vous, dans votre domicile. Ça vous prend une licence de la RAGJ. Ça, c'est quand tu veux faire des profits. Tu peux avoir des licences de loterie, de tirage, de bingo, et ainsi de suite. Mais nous autres, là, on a appareil d'amusement. Appareil d'amusement, c'est quoi? C'est les gros toutous, là. C'est ça, un appareil d'amusement. Les pinballs, les machines à boules. Tu gagnes des parties gratuites, là, puis tu as des... quoi le terme en français? Machine à boules, moi, je pense que c'est ça. Ça n'existe plus à cette heure. Les arcades, il y en a un petit peu, là, mais surtout, vous autres, vous allez avoir des gros toutous. Avant ça, les tables de billard avaient toute une vignette, mais ils ont toutes changé la réglementation. Maintenant, les tables de billard n'ont plus besoin de vignette. Bon. Si vous avez une machine de gros toutou, vous devez avoir une vignette valide sur la gros toutou. Puis ça, ben, c'est une infraction qu'on applique, c'est une infraction pénale. Qui nous permettrait même, je ne le fais pas, ça nous permettrait de saisir la gros toutou. Mais je me vois mal saisir ça, mettre ça dans un coffre. Il reste qu'on doit quand même appliquer cette loi-là. La loi sur la Société des alcools du Québec, elle réglemente tout l'entreposage et la fabrication de boissons alcooliques. Donc, les microbrasseries de ce monde, les distillateurs, les vignobles, tout ça, c'est encadré sous cette loi-là. On a notre pouvoir d'inspection aussi, nous autres, qu'on peut faire. Fait qu'on peut aller dans un vignoble, chez un distillateur, chez un brasseur qui fait sa propre bière. On a le droit de faire des inspections sur place aussi. Loi sur la taxe de vente du Québec. C'est une loi qu'on applique pour la bière. Donc là, j'en ai pas de bière. Ah, mais j'en ai une bière ici. Et là, celle-là est illégale parce qu'elle est faite à Kanawake, puis il n'y a pas de permis d'alcool, lui, celui qui a fait. C'est sur toutes les bières. Vous avez une réglementation qui relève de cette loi-là. Et on parle du code CSP, du timbre de droit acquitté. Ça veut dire quelque chose, le code CSP? Là, quand vous allez aller dans un bar, consommation sur place, c'est en plein ça. Sur chacune des bières que vous retrouvez, sauf l'exception quand vous êtes sur les lieux de fabrication d'une bière, exemple, c'est quoi ici? La voie maltée. La voie maltée, lui, il n'est pas obligé de timbrer la bière qu'il fabrique. Mais si vous avez de la Molson, la voie maltée, parce qu'ils ont le droit d'avoir de la Molson, bien, la Molson, elle va être CSP. Ou il va avoir un timbre de droit acquitté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tantôt. Fait que si vous avez des problématiques par rapport à ça, c'est cette loi-là qu'on applique, et ça, c'est géré par Revenu Québec.
500$ d'amende quand un titulaire de permis possède une bière qui n'a pas de teinte de droit acquitté ou pas de code CSP. Fait que c'est quand même bien. Et on saisit la bière au complet. J'ai déjà saisi une palette de 50 bières chez un titulaire de permis parce qu'il n'y avait aucun teinte de droit dessus. Une belle loi qu'on applique, puis ça, là, je vous invite à vous la lire, la loi concernant le tabagisme, la lutte au tabagisme. Ça, là, ça vaut de l'or. Parce que les bons clients, nous autres, ceux qu'on a régulièrement affaire à eux, c'est plate à dire, mais souvent, c'est ceux-là qui vont fumer le cigarette. Ils fument la vape en passant, là, que ce soit une vape électronique ou que ce soit une cigarette, c'est exactement la même affaire au niveau de la loi. Mais là, tu fumes ta cigarette, tu es sur une terrasse d'un bar. As-tu le droit de fumer ta cigarette sur une terrasse? Ben non. On est là-dedans dans cette loi-là. C'est qu'on peut intervenir sur la personne qui fume et sur le titulaire de permis. Mais la personne qui fume, on a notre pouvoir d'identification, c'est la beauté de la chose. Le gars, il est à côté de la porte d'entrée, là, puis il fume sa vape, puis il est à côté de la porte. C'est 9 mètres d'une porte. 9 mètres, là, c'est quand même assez loin. Fait que si la personne fume à l'intérieur de ce 9 mètres-là, on a notre infraction, on a notre pouvoir d'identification, puis on a le choix d'y donner ou non un constat d'infraction. Mais ça fait partie des pouvoirs qu'on a. Puis souvent, comme je vous dis, il y a des bons clients à nous qu'on a besoin d'aller donner de l'amour. Fait que c'est des façons, c'est des lois qu'on utilise pour ça. Puis un constat d'infraction, vous allez toujours en avoir, puis c'est 250$ d'amende pour le remettre sur place. Puis ça se fait très bien. Mais c'est une belle loi, j'ai tout le listing de toutes les infractions. Vous n'avez pas idée. Juste vendre du tabac à un mineur, c'est 2500$. Quand vous arrivez d'un dépanneur qui vend des cigarettes ou une vape à un mineur, 2500$, ça se fait relativement rapidement et ça se fait quand même assez bien. Et les exemples de marquage, ça je vous disais, là, le CSP, le timbre de droit acquitté, là, ça ressemble à ça. Vous avez ça sur surtout des timbres de microbrasserie. Mais la loi a changé depuis 1er septembre. Depuis 1er septembre, là, le marquage des bières, c'est seulement Molson, Labatt, Sleeman qui ont l'obligation de marquer le bière. Toutes les petites autres microbrasseries qui ont moins de 15 millions de litres de production sont exemptées de cette réglementation-là. Mais c'est 90% des ventes de bière au Québec, c'est Molson, Labatt, Sleeman. Fait qu'il reste le 10% qui ne seront pas timbrés. Loi sur la sécurité privée, on l'a vu tantôt, réglemente entre autres les agences de sécurité. Puis regardez, petite étoile, pouvoir d'identification des portiers. Pourquoi je mets ça, pensez-vous? Est-ce qu'on en a un, pouvoir d'identification sur les portiers? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils exercent une fonction. Fait qu'il faut qu'ils soient identifiables pour savoir si son permis est valide. Mais il n'a pas fait d'infraction. Non. Non. Parce que dans la réglementation, sur la loi, sur le règlement sur la sécurité privée, ça dit que si tu fais de la sécurité, puis que tu es agent de sécurité, tu dois t'identifier à quiconque. Le mot quiconque est vraiment important. À quiconque qui t'en fait la demande. Fait que quand tu te fais identifier, tu montes ta carte du bureau de sécurité privée, ta carte avec photo. Fait que quand tu es dans la police, tu vas voir l'agent de sécurité, il est obligé de s'identifier à toi. Dans un bar, qui est obligé de s'identifier à part le portier? S'il y en a un, il n'est pas obligé d'avoir un portier, là. Mais s'il y en a un, c'est lui. Est-ce que le propriétaire qui est sur place est obligé de s'identifier? Parce qu'il est titulaire du permis. Es-tu obligé? On a oui, on a non. Oui. Oui. Oui assuré. Et le propriétaire du permis, c'est pas le propriétaire de l'établissement. Le titulaire, c'est la compagnie. Mettons le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Québec Inc. L'actionnaire, qui est de cette entreprise-là, il est sur place. Roger Tremblay, là, je possède 100% des actions. Est-ce que Roger Tremblay est obligé de s'identifier à la police? Non. Non. Pourquoi non? C'est une réponse logique là-dessus. Parce qu'il n'a pas commis d'infraction. Ah, il n'a pas commis d'infraction. Moi, je suis pas. Moi, je l'amène dans mon équipe, moi, c'est sûr. Il n'a pas commis d'infraction, il n'est pas obligé. Et la loi ne prévoit pas l'identification des gens. Les seuls qui ont le droit, qui ont l'obligation de s'identifier, c'est quand tu as commis ton infraction ou le portier, parce que la loi spécifiquement lui l'oblige à s'identifier. Ça, c'est bien important parce que quand vous allez être dans la police à un moment donné, il y a des gens qui vont dire « Tu es obligé de t'identifier, tu travailles derrière le bar, tu vends de l'alcool. » Il y a des policiers avec qui vous allez travailler qui vont dire ça. Embarquez pas là-dedans parce que vous allez vous mettre dans le trouble. La barmaid, le barman qui est là parce qu'il vend de l'alcool, c'est pas une obligation. On va lui demander son nom pareil. Il n'est pas obligé de s'identifier. Okay? Mettez-vous pas dans le trouble pour des petites subtilités comme ça.
Correct pour vous autres? Entreprise de services monétaires. Ça, c'est la seule fois que vous allez voir cette loi-là, d'après moi. Ça gère les guichets automatiques. Dans toutes les bars, les restos, souvent, vous allez l'avoir, le petit guichet automatique. Vous savez, c'est quoi le petit ATM qui va te réclamer peut-être un 2, 3, 4 piastres de frais pour retirer 20 piastres, là? Bien, ça, c'est géré, c'est des petits guichets automatiques privés. C'est géré par Revenu Québec. Ils vont émettre des vignettes là-dessus. Comment ça coûte d'amende, un guichet automatique sans vignette? 50 000. C'est ouf! C'est fort, c'est fort. Non, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Mais baisse ça d'à peu près 80 là. C'est 15 000 piastres d'amende. 80, 75. 15 000 d'amende, un guichet automatique sans vignette. C'est énorme. Ça fait 3 que je donne à l'heure actuelle. Mais c'est pour moi qui le donne, c'est Revenu Québec. Moi, je fais une passe à Revenu Québec. À tel endroit, telle place, il y a un guichet automatique sans vignette qui est fonctionnel, pour prouver qu'il est fonctionnel. Revenu Québec envoie leurs agents, ils vont faire le dossier, puis ils vont émettre les amendes eux-mêmes, parce que c'est eux qui gèrent cette partie-là. Fait qu'il faut savoir que quand vous rentrez dans une place, on va voir le guichet, petit flashlight, on regarde la vignette, invalide, c'est beau, on vire de bord. J'ai aucune vignette dans place. Moi, je prends les informations, j'envoie le rapport avec ça à Revenu Québec. C'est l'intervention, c'est ce que Revenu Québec nous demande de faire. Hey, des définitions. Hey, ça, c'est hot. Voulez-vous prendre une petite pause avant On les peut. définitions? Ben oui, ben oui. Ben, ça passe vite, hein? Ouais, hein? Petite pause 10 minutes?